Salut tout le monde. En tout cas, merci d'être là aujourd'hui. Et puis Yanis, aujourd'hui, Tévicen, ça se prononce? Ou Tévicen? Kevin. Tévicen va nous présenter des travaux autour de la diarisation. Bonjour à tous déjà. Merci d'être là pour cette présentation. Comme tu disais, Mathias, je vais commencer par me présenter assez rapidement. Donc, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis donc ingénieur depuis 2020. J'ai fait Télécom Sud Paris, une grande école spécialisée dans le numérique. La petite particularité, c'est que je ne suis pas allé tout de suite vers le monde de la recherche. En fait, j'ai commencé par faire une entreprise. J'ai eu l'opportunité, donc avec trois camarades d'école, de créer une société qui s'appelle Voca Coach. Ce que j'ai fait, donc c'est une petite société qui tourne toujours et qui propose un assistant, en fait, un coach à la prise de parole en public grâce à l'IA. C'est un petit peu comme ça que j'ai commencé dans le domaine de la parole. Et en fait, assez rapidement, j'ai fait le choix de me réorienter et de partir donc en thèse. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je vais vous présenter mes travaux de thèse. Donc, je suis actuellement doctorant en IA à l'Institut Polytechnique de Paris. Et la particularité de cette thèse, c'est qu'elle se fait du coup en partenariat avec une société, c'est une thèse CIFRE, et la société, c'est Newsbridge. Un rapide plan sur ce que je vais évoquer pendant cette présentation. Donc déjà, je vais donner un petit peu de contexte en parlant donc, comme je disais, de la société Newsbridge. Ensuite, je vais vous expliquer ce que c'est que la diarisation. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce terme et avec cette discipline, mais je vais essayer de revenir un petit peu dessus. Ensuite, je vais vous présenter un des travaux que j'ai pu mener donc pendant ma thèse, qui est la détection d'activité vocale multiflux pour la diarisation. Ensuite, on parlera de justesse et de biais dans la diarisation. Et rapidement, je terminerai sur quelques applications donc un petit peu différentes de ce que je fais habituellement, mais pourtant très liées, qui sont donc les applications en santé. Alors déjà un petit peu de contexte. Donc le titre de ma thèse, c'est Diarisation audiovisuelle, construction d'un modèle robuste en contexte réel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Déjà, pourquoi audiovisuel? Parce qu'en fait, on va traiter des contenus télé. Alors, ça peut être des commentaires sportifs, des débats politiques, des émissions en plateau, des journaux de news. En fait, l'idée, c'est d'analyser tous ces contenus-là. Vous avez un exemple un petit peu animé à droite, et donc de détecter un certain nombre de choses, d'indexer un maximum de choses, notamment la partie parole, la partie vocale. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Pourquoi? Pour ensuite pouvoir rendre les contenus recherchables. C'est-à-dire, en fait, si par exemple un journaliste veut faire un sujet sur tel ou tel événement qui s'est passé il y a plusieurs années, l'idée, c'est de pouvoir rechercher très facilement qui a dit quoi, à quel moment, dans quel contenu télé. Et c'est là-dessus que la partie reconnaissance vocale, et donc en particulier la diarisation, va avoir un rôle assez clé. Comme je le disais, c'est des travaux qui sont menés entre Newsbridge, que je viens de présenter, et donc Samovar, qui est le laboratoire de Télécom Sud Paris, spécialisé dans le traitement du signal, notamment le signal vocal. Alors, la diarisation, déjà, qu'est-ce que c'est? Donc, en anglais, on parle de speaker diarization. Donc, en bon français, on traduit ça de façon un petit peu moche. La diarisation du locuteur, c'est simplement la tâche de répondre à la question qui parle quand dans un contenu audio ou vidéo. Donc, on va parler d'identification relative du locuteur. Pourquoi relative? Parce qu'en fait, on va pas chercher à dire tel locuteur, c'est telle personne ou telle autre personne. On va juste chercher à attribuer au sein d'un segment audio, en fait, un label pour chaque locuteur. Ça va être speaker 1, speaker 2, etc., etc. C'est essentiel, en fait, pour transcrire
des conversations. C'est ce qui permet d'identifier les tours de parole. C'est-à-dire quand on a plusieurs personnes qui parlent, on a besoin de savoir qui parle et quand, avant de pouvoir faire de l'ASR, avant de pouvoir transcrire. Alors là, vous avez un petit exemple sur la droite de pourquoi la diarisation permet aussi d'améliorer les performances de l'ASR. Alors désolé, l'exemple est en anglais, mais en fait, ce qu'il faut voir, donc on va attendre que ça revienne au début. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à la première passe de reconnaissance vocale sans diarisation, en fait, on obtient une phrase qui ne veut rien dire. Ensuite, on fait une diarisation, on se rend compte donc qu'il y a deux personnes qui parlent. Et ensuite, du coup, si on refait la SR avec cette connaissance préalable, qu'en fait, on a deux personnes qui parlent, on va être capable de mieux transcrire ce qui a été dit et donc d'augmenter les performances, notamment en termes de W. Je laisse l'exemple jusqu'au bout. Ok. Du coup, la diarisation, aujourd'hui, c'est un domaine qui est très actif. Il y a de plus en plus de papiers de recherche qui sortent à ce propos. Mais malheureusement, c'est un domaine qui est encore, où la tâche est assez peu robuste, en fait. On a encore énormément de problèmes, même sur les méthodes les plus récentes, à gérer un certain nombre de scénarios. Alors, le premier, ça va être le simple scénario, on va avoir du bruit. Ça, c'est valable pour beaucoup d'applications vocales, mais la robustesse au bruit, c'est un vrai problème. C'est que si on a un bruit de fond, ça va avoir tendance à perturber le signal vocal utile qu'on cherche à exploiter. Un autre problème qu'on va avoir, qui est représenté sur la droite, si on a de la superposition de paroles, c'est-à-dire deux locuteurs ou plus qui parlent au même moment. Donc ça, c'est un problème qui est assez fréquent, notamment à la télé. J'évoquais les débats politiques. C'est vrai qu'on a très fréquemment deux ou trois personnes qui parlent les unes par-dessus les autres, qui se coupent la parole ou qui essayent de démarrer une phrase, une réponse avant que la question soit terminée. Il y a également la robustesse, tout ce qui va être attaque. Je ne l'ai pas tellement traité lors de ma thèse. Il y a assez peu de travaux dessus, mais c'est aussi un domaine qui est assez sensible à tout ce qui est attaque adversariale. C'est-à-dire que sur un audio, c'est très facile de changer quelques valeurs pour en fait tromper certains des systèmes qui sont utilisés, notamment pour la diarisation. Il y a également la question du nombre de locuteurs. Plus on a de locuteurs, plus on a de chances que deux personnes aient des voix proches, et donc plus on a de chances de se tromper dans la diarisation. Et enfin, un dernier que j'ai mis un petit peu à part. Parfois, on ne parle pas forcément de robustesse, mais on en parlera aussi un petit peu après. C'est la question des biais. Est-ce que ces systèmes fonctionnent aussi bien pour les hommes, pour les femmes, selon l'âge de la personne, etc., etc. Avant de pouvoir rentrer un tout petit peu dans le détail de ce que j'ai fait pendant ma thèse, c'est d'expliquer donc quelles sont les méthodes à l'état de l'art de la diarisation. Alors, aujourd'hui, il y a deux grandes catégories d'approches, on va dire. La première que je vais éliminer tout de suite, c'est des approches end-to-end. C'est des approches qui prennent en entrée un audio et qui, à partir souvent d'un réseau de neurones, vont produire en sortie des résultats de diarisation directement. Alors pourquoi est-ce que j'élimine ces approches-là? Parce que souvent, elles fonctionnent un petit peu en mode boîte noire et elles sont beaucoup moins explicables. On va avoir beaucoup plus de mal à trouver d'où viennent les problèmes de robustesse au sein de ces approches-là. Moi, je me suis donc plus intéressé à la deuxième catégorie d'approches, qui sont aussi très répandues et parmi les méthodes les plus récentes, qui sont des approches beaucoup plus modulaires. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une chaîne de composants qui en fait constitue la diarisation. Donc, si on élimine le pré-traitement et le post-traitement que vous voyez sur le schéma, on se retrouve donc avec trois principales étapes.
La première, ça va être donc tout ce qui est détection d'activité vocale et segmentation, c'est-à-dire à partir d'un audio et obtenir ce qu'on appelle des segments homogènes. Alors un segment homogène, ça va être un segment où on a une seule personne qui parle. Donc pour ça, il faut éliminer les passages de silence et il faut arriver à séparer donc les segments selon s'ils sont prononcés par une personne ou par une autre. La deuxième étape, donc, c'est représenter en fait de façon vectorielle ces segments-là. Donc là, souvent, on va utiliser des approches par réseau de neurones également pour produire donc, des représentations vectorielles de chacun des segments homogènes. Et ensuite, donc, on va faire le fameux regroupement ou clustering en anglais qui permet d'attribuer tel ou tel segment à tel ou tel locuteur. Ah, et donc identifier les clusters de segments qui correspondent en fait à un locuteur. Donc moi, la partie sur laquelle euh, je me suis beaucoup penché, ça va être le premier bloc, à savoir la détection d'activité vocale. Et donc j'ai essayé d'en étudier l'impact pour la diarisation. Alors ici, je vous ai représenté sur la partie supérieure. En fait, c'est un algo de diarisation assez classique qui a été introduit en 2009 par Mireille Diez et son équipe. Donc l'idée, c'est qu'on a une voice activity detection, donc une détection d'activité vocale assez classique. Ensuite, on va utiliser une représentation vectorielle qui s'appelle les X-vectors. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais c'est une des approches les plus robustes aujourd'hui. Et ensuite, on va avoir deux types de clustering successifs qui permettent d'obtenir à la fin les résultats de diarisation. Et donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était de choisir la VAD, la méthode pour détecter les segments de parole la plus adaptée à cette diarisation-là. Alors, au début, on pourrait se dire qu'il suffit de prendre en fait la meilleure VAD de l'état de l'art, mais en fait, c'est pas forcément le cas. Pourquoi? Déjà parce il y a énormément de VAD qui existent, elles ont toutes leurs caractéristiques, elles vont toutes être plus ou moins bonnes selon le scénario. Ici, j'ai représenté trois schémas et c'est pas très important, mais juste pour vous montrer qu'il y a des architectures et des méthodes un petit peu différentes. Beaucoup utilisent aujourd'hui les réseaux convolutifs, comme dans beaucoup d'applications. Et on va avoir en fait principalement deux types d'approches, soit des classificateurs binaires dont le but c'est de dire bah, soit il y a de la parole, soit il n'y en a pas, ou bien on va avoir aussi beaucoup de classificateurs plus multiples. On va avoir dans un cas parole, dans un autre cas par exemple musique, là c'est l'exemple que vous avez à droite, après encore d'autres labels, et enfin le cas où aucun son n'a été détecté. Et en fait, on se rend compte que ces classificateurs multiples vont être plus efficaces dans certains scénarios que des classificateurs binaires spécialisés dans la détection de la parole. L'idée, c'est que du coup, on a besoin de faire un choix sur quel VAD, quelle méthode de détection est-ce qu'on va utiliser. Et justement, c'est au niveau de ce choix qu'intervient donc la méthode qu'on a présentée. L'idée, c'est de faire donc une détection d'activité vocale multiflux. Alors, multiflux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, on va faire fonctionner trois VAD différentes en parallèle. Donc, je les ai mis ici. Ça va être l'approche Pianote, SpeechBrain et GPVAD, qui sont trois VAD de l'état de l'art qu'on retrouve en open source et qui sont assez facilement implémentables. Et en fait, pour chacune, toutes les 250 millisecondes, on va regarder, donc pour chacune des trois VAD, on va regarder leur entropie. Alors, l'entropie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une simple mesure c'est moins log de la probabilité fois la probabilité.
J'ai pas mis la formule parce elle est assez simple. Mais en fait, tout ça pour dire que c'est une mesure qui permet de mesurer à quel point un système est sûr de lui sur un résultat. Et l'idée, c'est que plus l'entropie est faible, plus le système va être sûr de lui sur son résultat. Donc, ce qu'on a pu faire, c'est dans chacun des cas, choisir la VAD qui était la plus sûre d'elle. Et de cette façon, on a réussi en fait à améliorer les résultats de diarisation de façon optimisée, enfin de VAD, pardon, de façon optimisée pour la diarisation. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir une diarisation meilleure, on n'a pas forcément besoin d'avoir une VAD parfaite. Parfois, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a besoin d'une VAD qui se trompe un tout petit peu, ou qui va laisser un tout petit peu plus de marge que la vérité terrain. Et en fait, cette VAD-là, spécifiquement, va produire des meilleurs résultats pour la diarisation. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de modéliser à travers cette architecture. Voilà, l'autre sujet que je voulais aborder peut-être un petit peu plus rapidement, c'est le sujet de la justesse. En anglais, on parle de fairness algorithmique, c'est-à-dire de vraiment arriver à identifier les biais d'une méthode et à pouvoir ensuite les corriger. Donc sur la fairness, comme je disais, ce qu'on a cherché à faire, c'est d'identifier les biais de la diarisation. Une difficulté, en fait, c'est vous le savez sûrement aussi bien que moi, mais quand on veut vraiment identifier un biais, on a besoin de faire bouger un seul paramètre, uniquement le paramètre sur lequel on essaye de trouver un biais ou de justifier d'une certaine justesse. Or, pour la diarisation, c'est quelque chose de très compliqué, parce qu'on a beaucoup de mal, en fait, à reproduire exactement la même conversation en ne faisant changer qu'un seul paramètre qui pourrait être l'âge d'un des deux locuteurs ou son accent ou voilà, son sexe. En pratique, on a toujours plusieurs paramètres qui vont changer dans une conversation, que ce soit la vitesse de prononciation d'une phrase, que ce soit, bah, comme je le disais, l'accent. Si on change, par exemple, un locuteur âgé pour un locuteur plus jeune, bah, on a un risque d'en même temps changer son accent. Auquel cas, on ne saura pas forcément d'où vient le biais qu'on aura détecté. C'est pour ça qu'on a essayé de définir donc un protocole pour identifier ces biais-là. Et en fait, on s'est servi d'une base de données qui n'est pas initialement destinée à la diarisation, mais qui est plutôt destinée à la reconnaissance vocale. Alors certains la connaissent peut-être, c'est la base Mozilla Common Voice. Donc en fait, c'est une base très large avec énormément de locuteurs qui prononcent en fait des phrases simples, des phrases uniques. Donc en fait, on a plusieurs dizaines de milliers d'enregistrements avec un seul locuteur sur lesquels on va appliquer la diarisation. Techniquement, c'est un petit peu bête parce qu'on sait déjà qu'il n'y a qu'un seul locuteur, mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est quand on applique une diarisation sur une phrase comme ça, prononcée par un seul locuteur, bah parfois, en fait, la diarisation, elle va se tromper. Elle va quand même dire qu'il y avait deux locuteurs. Ouais, elle va détecter aucun locuteur. Et en fait, c'est ça qu'on a essayé de quantifier, de mesurer. Et vous voyez sur sur les schémas à droite, par exemple celui d'en haut, ben, on se rend compte que donc, ce qu'il faut regarder, c'est la partie rouge. La partie rouge, c'est les situations où la diarisation a bien fait son job. C'est-à-dire qu'elle a bien détecté un seul locuteur sur l'enregistrement. Et on se rend compte qu'en fait, elle fait moins bien son job sur des locuteurs masculins en moyenne que sur des locuteurs féminins. Donc voilà, ça c'est un résultat qu'on a obtenu. Pareil, on a eu un certain nombre de résultats intéressants sur l'âge des locuteurs. Et donc voilà, c'est encore des travaux qu'on essaye de creuser, notamment pour passer à du multilocuteur, c'est-à-dire ne pas faire l'étude uniquement sur un seul locuteur, mais sur des conversations
composé à partir de la base Mozilla Common Voice. Voilà, c'est des pistes qu'on explore. Non, toi, non. En tout cas, il y a bien sûr dans le jeu de Train un déséquilibre. On n'a pas trouvé de lien entre ce déséquilibre-là et le déséquilibre observé. En fait, on se rend compte, par exemple, dans la base de Train, qu'on a plutôt plus d'hommes que de femmes, alors que les résultats sont moins bons sur les hommes que sur les femmes, ce qui n'est pas forcément logique. Donc, j'ai parlé un tout petit peu des applications dans le monde audiovisuel. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces travaux-là, donc on a menés pour le domaine de la télé, s'appliquent également en santé, parce qu'en fait, décompter le nombre de locuteurs dans une pièce, c'est super intéressant en fait, pour un certain nombre d'applications, notamment tout ce qu'on appelle le home monitoring, c'est en fait le maintien, notamment à domicile, des personnes âgées, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet, par exemple, de réguler la température selon si on a une, deux ou cinq personnes dans la pièce. On n'a pas forcément envie d'avoir une température à la même valeur. Et ça permet surtout de mieux gérer les scénarios d'urgence, notamment lorsqu'on a des systèmes qui vont appeler automatiquement un contact d'urgence ou les secours en cas, par exemple, de chute. En fait, on peut améliorer ces systèmes-là en tenant compte d'une diarisation locale qui se ferait donc à domicile. Par exemple, si on détecte que plusieurs personnes sont présentes dans une pièce, on n'a pas forcément besoin d'appeler les secours, même s'il y a une chute. Parce que ça veut dire que la personne âgée est déjà entourée de personnes pour l'aider. Donc voilà, ça, c'est des travaux qu'on a fait aussi dans le cadre d'un projet européen dont je fais un tout petit peu la pub sur la droite, qui vise justement à définir tout un tas de méthodes comme ça technologiques, intégrer ce qu'ils appellent un virtual coach, qui en fait est un espèce de petit robot qui va venir aider les personnes âgées à domicile. Donc voilà, on a appliqué les mêmes méthodes de diarisation, à ceci près que du coup elles doivent être intégrées à des systèmes en local sur des petits robots, par exemple. Voilà, donc c'est à peu près tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, mais n'hésitez pas. Pas de questions pour moi. Juste un remerciement pour la présentation claire avec des supports très soignés. Et j'irais même plus loin aussi, comment on dit, une élocution très soignée aussi, qui fait que c'est très compréhensible et c'est très agréable, vraiment. Donc, je vais pas dire ça tout le temps, donc les gens, quand je vais pas le dire, ils vont se dire qu'ils ont une sale élocution, mais c'est bien de signaler aussi